Bonjour et bienvenue à une autre capsule sur l'histoire des Oscars. On est rendu en fait à la capsule sur le prix de la meilleure actrice. Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien, Jade? Oui, ça va bien. Écoute, belle catégorie. On a des films qui sont égarés, qui sont pas trouvables en partie. C'est une catégorie difficile à juger, mais pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Mais non, mais parce qu'on peut pas, on n'a pas tout non plus, mais écoute, on a presque tout. Catégorie intéressante quand même, des films différents, des performances totalement différentes aussi. Fait que j'ai bien hâte de parler de ça. Ben oui, effectivement. Donc si on commence avec un petit historique, on n'a pas besoin de s'étendre non plus ben longtemps sur la catégorie meilleure actrice, là, parce que c'est un peu comme le nom l'indique, c'est la meilleure actrice qui remporte ça. Donc durant les 3 premières années des Oscars, en fait, les actrices pouvaient être en nomination pour un ensemble de films tournés dans la période éligible. Toutefois, on a changé la règle pour les éditions subséquentes, en fait. Puis en 1937, la catégorie a officiellement été limitée à 5 nominations par an. Une seule comme c'est le cas en fait pour cette première édition-là, Janet Gaynor est nommée en fait pour 3 films. On va les présenter dans quelques instants. Dans l'histoire des Oscars, en fait, une seule actrice a été nommée de façon posthume, c'est Jeanne en fait, Eagles. Il y a également Katharine Hepburn en fait, qui est celle qui a remporté la statuette le plus souvent avec 4. Il y a Meryl Streep aussi qui est la plus nommée avec 17 nominations. Donc elle a gagné 2 fois pour meilleure actrice, mais une fois également meilleure actrice de soutien. Là, dans cette première édition-là, en fait, ça va prendre quelques années avant que les prix d'acteurs et actrices de soutien viennent dans la cérémonie. Donc voilà, elle a quand même gagné 3 Oscars, Meryl Streep, mais Katharine Hepburn est celle qui détient le record. Sophia Loren, ouais. Ouais, je sais pas comment le dire, là, en fait, l'actrice française, italienne, voilà. La première actrice internationale à remporter le prix. Marlee Matlin est la plus jeune, à 21 ans, à l'avoir remporté, et Jessica Tandy est la plus âgée, à 80 ans. 3 nominations, 2 qui ressortent du lot, vraiment. Il y a Janet Gaynor, évidemment, qui va remporter l'Oscar, puis il y a Gloria Swanson pour le film Sadie Thompson qui va être en nomination. Il y a également Louise Dresser, dont on pourrait commencer peut-être parce qu'il y a moins de choses à dire sur elle. C'est sa seule nomination en carrière pour le film A Ship Comes In. Un film là, comme tu le mentionnais, là, qui n'est pas perdu parce qu'il y a quand même une copie qui existe dans des archives en Autriche ou quelque chose comme ça. Mais avec nos pauvres moyens ici, on l'a trouvé sur YouTube. Puis je pense que le film était complètement sur YouTube, mais il manque la partie 3 et la partie 5 du film. Donc on a vu la partie 1, 2 et 4. Dans lesquelles elle n'était pas là. Ouais, à peu près pas. Ouais, elle avait 3 lignes à peu près, sans émotion notable. On parlait beaucoup plus de son mari qui essaie d'avoir sa citoyenneté américaine parce que c'est des étrangers là, qui arrivent en bateau, ship comes in, comme on dit. Puis on parlait de son garçon de 18 ans qui allait à la guerre, mais on la voit pas vraiment, on n'insiste pas beaucoup sur elle non plus. Il y a toute une histoire de meurtre là-dedans, tentative d'assassinat d'un juge, mais elle, c'est ça. Fait qu'on se disait en riant là, que peut-être la partie 3 puis 5, c'était probablement là qu'elle brillait le plus. Probablement dans la partie 5, en fait, vers la fin, parce que là, vu que son mari est emprisonné, il faut sûrement qu'elle fasse quelque chose, je sais pas, mais c'est ça, dans ce qu'on a vu, c'est comme très dur à juger, donc on s'étendrait pas tant que ça là-dessus, mais je vais quand même prendre la peine de parler de Louise Dresser, 1878, morte en 1965, a surtout joué dans des films muets, mais également quelques films parlants. Elle a débuté sa carrière comme chanteuse et dans les vaudevilles. Elle est connue pour ses nombreux rôles de matrone, là-dedans c'en est un aussi, donc elle a joué aux côtés notamment de Rudolph Valentino, qui est un grand acteur du cinéma muet, et Will Rogers aussi un peu plus tard. Elle a été mariée à Jack Norworth, qui est connu comme étant celui qui a écrit la chanson Take Me Out to the Ball Game, la fameuse chanson au baseball, là, qui joue je pense sur la 6e manche ou quelque chose comme ça. Donc voilà, une chanson qui est quand même bien connue. Elle va commencer sa carrière d'actrice quand même assez tard, à 44 ans, dans le film The Glory of Clementia de 1922. Donc après sa nomination, elle va jouer dans des rôles elle va jouer dans le film Caught et The Scarlet Empress, qui sont pas mal de ses 2 plus connus. Puis son dernier film date de 1937. Puis après ça, elle a pris sa retraite lorsque Will Rogers, qui était son partenaire de jeu dans les 5 films qu'elle venait de faire, est décédé. Donc après ça, elle a pris sa retraite, mais elle a quand même travaillé
Là, c'est pas trop clair. Je pense que c'est comme dans un hôpital où l'académie, en tout cas, l'AMPAS faisait des donations. En tout cas, elle faisait du bénévolat, là, essentiellement. C'est à peu près ça. Puis, c'est ça, Ship Comes In, pas grand-chose, tu le mentionnais. Là, ça raconte la famille Plesnick. L'histoire fait de la famille Plesnick, nouvellement arrivée aux États-Unis. Puis, c'est ça, leur optimisme de l'arrivée. Puis, leur désillusion quand même assez rapide. C'est ça. Vraiment pas. C'est parce que c'est ça, on peut pas juger malheureusement de sa performance parce qu'elle fait à peu près rien. Elle a 2 lignes de dialogue dans les bouts qu'on a vus, dans les segments qu'on a vus. Donc c'est dommage. Fait qu'on va passer plus de temps. Coudon, c'est sa seule nomination en carrière. Donc on va passer plus de temps sur les 2 autres qui vont être nominés à de nombreuses reprises par la suite. Il y a Janet Gaynor, évidemment, qui va remporter pour 3 films. Donc Seventh Heaven, Street Angel et Sunrise. On a déjà abordé Seventh Heaven et Sunrise dans d'autres capsules des Oscars. Mais Street Angel, en fait, c'est sa seule nomination. Puis il va y avoir d'autres nominations à la 2e cérémonie des Oscars. Là. Il y a comme eu un cafouillage quelconque qui fait en sorte que le film a été nommé dans 2 années différentes des Oscars. Donc on va pouvoir en parler l'année prochaine. Mais en tout cas, dans la saison 2 de notre podcast, disons. Mais peut-être parler un peu là, quand même de Street Angel. C'est un film de Frank Borzage, donc comme Seventh Heaven, un film de 1928 qui met en vedette Gaynor et aussi son partenaire de jeu là, pour 12 films, Charles Farrell. Parlons un peu de Janet Gaynor, peut-être, là, 1906 née, morte en 1984. Elle s'est fait découvrir pour son rôle dans le film de Johnstown Flood en 1926, puis après ça, elle va enchaîner les projets comme ça se peut pas. En 1926, elle va jouer dans The Shamrock Handicap, The Blue Eagle, The Midnight Kiss et The Return of Peter Grimm. Puis après ça, l'année suivante, elle va jouer dans les films pour lesquels elle est nominée, donc c'est ça, Seventh Heaven, Sunrise et Street Angel en 1928. C'est ça, elle va jouer avec Charles Farrell, qui va devenir d'ailleurs son amant d'une certaine façon. Puis là, en tout cas, il y a des histoires quand même. Sa vie est quand même assez intéressante. Là, vous pourrez aller lire sur Wikipédia ou ailleurs, sur IMDb. Là, mais c'est ça, c'est pas de l'adultère parce que les deux n'étaient pas mariés, mais en tout cas, ils vont avoir des aventures secrètes. Là, puis c'est Douglas Fairbanks qui va organiser ça. Fait que allez lire là-dessus. Mais c'est ça, avec ces rôles-là, là, dans les 3 films de cette première édition-là, elle va souvent être, disons, typecastée dans le genre de rôle de femme pure et gentille. Tu sais, elle est toute petite aussi, elle a un visage cute. Là, puis déjà, dans ces 3 films-là, justement, c'était un point que je voulais aborder. Elle joue à peu près tout le temps la même chose, dans le même range aussi. Ouais. Fait que, tu sais, on lui a donné, puis c'est correct de l'avoir fait aussi, mais il y a pas de style complètement différent dans ces 3 interprétations, puis les films se ressemblent aussi, là. Ouais. Fait que je voulais l'amener, je suis quand même contente qu'on ait ça écrit, là. Ouais. Mais bon. Mais c'est ça, puis en fait, durant les années 30, elle va être surtout occupée à jouer dans ces films-là, les mélodrames avec Charles Farrell, jusqu'à ce qu'en 1937, elle soit distribuée, elle fasse partie de la distribution dans A Star is Born, qu'on connaît quand même parce qu'il y a eu une autre version aussi, mais il y en a eu une dans les années 50, une des années 70. Ben, il y a eu Judy Garland, Barbra Streisand, puis Lady Gaga, là. Donc 3 autres, 50, 70, puis 2019? 18, ouais, c'est ça. Fait que, donc Janet Gaynor est cette première incarnation-là, puis ça va lui valoir sa 2e nomination pour l'Oscar, mais elle va pas gagner, malheureusement. Puis après ça, elle va jouer dans d'autres films en 1938, mais elle va prendre une pause jusqu'en 1957. Puis elle va finir sa carrière sur Broadway, là, dans Harold et Maude notamment. Elle va se marier dans les années 30 au designer Adrian, avec qui elle va avoir un enfant. Mais leur union est ce qu'on appelle une union de lavande. Je sais pas si c'est une bonne traduction ou non, mais essentiellement, c'est un faux mariage pour cacher l'homosexualité des 2 personnes. Donc, Janet Gaynor était souvent considérée, pas nécessairement lesbienne en fait, mais bisexuelle. Puis son mari Adrian était homosexuel. Donc voilà, c'est un de ces mariages-là. Ils vont rester mariés ensemble pendant une vingtaine d'années, je pense, peut-être même 30 ans. En tout cas, 20-25 ans. Puis jusqu'à sa mort en 1959. Puis après ça, elle va se remarier avec un ami d'enfance. En tout cas, ça a l'air d'être des faux mariages là, qu'elle faisait, mais bon. Puis elle va devenir peintre aussi. Puis elle va vendre plus de 200 tableaux. Puis elle va mourir des complications d'un accident de voiture là, dans les années 80. Donc...
C'est ça, on l'a mentionné un petit peu, là. C'est la seule fois, en fait, où une actrice a remporté le prix pour plus d'un film. Et puis, c'est la plus jeune récipiendaire de l'Oscar jusqu'en 1986, où là, c'est Marlee Matlin qui va l'emporter. Et puis, c'est la troisième plus jeune de l'histoire derrière Matlin et Jennifer Lawrence pour Silver Linings Playbook. Je sais pas, peut-être qu'on peut le garder pour la fin ou on peut parler de sa performance dans un film tout de suite. Oui, tant qu'à faire, elle a gagné, puis je pense que c'est quand même un consensus que c'est la bonne personne qui a gagné. Là. Oui, mais en même temps, je réfléchissais justement à ça avant qu'on enregistre parce que, bon, elle a 3 films en nomination. L'autre, là, Gloria Swanson en a un. Par contre, c'est ça, en fait, je vais dire 2 rôles, là, on se comprend, complètement différents. Puis je trouve que peut-être que c'est mieux joué, abordé, présenté dans Sally Thompson parce que le personnage est complètement différent de tous les autres de Gainer. Je suis quand même pas insatisfaite que ce soit elle qui l'ait remporté. Par contre, je trouve que justement, il y a comme pas beaucoup de range dans ces 3 rôles-là, contrairement à Swanson qui jouait quelque chose de complètement différent puis de justement rafraîchissant dans tous les films parce que ben dans les films qu'on a regardés à part disons là la fille de la ville de Sunrise, il y en avait pas des filles représentées comme ça dans les films qu'on a regardés de cette année-là en tout cas. Donc tu sais je suis pas contre ce prix-là. Par serré, contre tu sais ça aurait pu être l'autre aussi, mais c'est sûr que quand t'en as 3 contre 1, peut-être que c'est plus facile de tu sais je sais pas exactement. Mais en même temps, je vois ça comme un tout parce que je pense pas que c'est la quantité qui a changé plus que c'est à peu près le même rôle. Fait que c'est comme. C'est comme. C'est ça. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même un peu différent, Sunrise, des 2 autres. Tu sais, Seventh Heaven puis Street Angel, c'est vraiment le même type de rôle. Là. Cette femme, un peu. C'est une prostituée qui est ramassée par un homme, puis en tout cas, une histoire d'amour qui se passe entre les deux. Alors que dans Sunrise, tu sais, c'est. Elle joue encore un rôle pur, mais tu sais, c'est comme plus. C'est asexué, disons. Moi, je l'ai mieux aimé dans Street Angel que dans les 2 autres, parce que je trouve qu'il y avait quand même plus de. Pas plus de recherche, mais quelque chose de différent. T'sais, Sunrise, c'est une femme au foyer, essentiellement, qui a peur de son mari, puis qui est toute douce, toute innocente, toute, elle a pas de caprice, pas de malice, en fait. Puis Seventh Heaven, c'est un peu la même chose, au final. Street Angel, c'est là qu'on voit un peu plus l'étendue de ce qu'elle est capable de faire, malgré que ça finit par se ressembler, là, mais déjà, elle est wanted par la police, fait que, tu sais, on a comme quelque chose de plus, là. Dans l'autre aussi, dans les 2, en fait. Dans le Seventh Heaven aussi, Seventh Heaven, mais... C'est vraiment un copier-coller, c'est le même réalisateur, mais tu sais, c'est ça fait partie, c'est comme un tout, là, tu sais, c'est pas des performances différentes, mais c'est le même genre de performance, puis je pense que ces autres films avec Charles Farrell vont se ressembler aussi, mais elle va pas être nommée, malheureusement, c'est pour ça, mais tu sais, c'est ça, c'était une actrice, je pense que c'était peut-être un coup de pas nécessairement de publicité, mais c'était une actrice très populaire à l'époque, fait qu'on a voulu peut-être y rendre hommage dans la première cérémonie des Oscars. Là. C'est pas rare qu'on a fait ça pour récompenser la carrière ou peu importe. Donc c'est peut-être pour ça, mais elle est très. Je suis curieux de la revoir dans d'autres films, parce qu'on va la revoir évidemment dans A Star is Born, mais j'aimerais ça la revoir dans d'autres films. Je sais pas si ça va arriver malheureusement, mais c'est ça, je la trouve cute. C'est comme tout le fun à suivre, puis elle fait vivre les bonnes émotions au bon moment. Ce qui est aussi le cas de Gloria Swanson pour Sadie Thompson, un film de Raoul Walsh, un film de 1928 qui est un drame. Donc Gloria Swanson, un petit historique, 1899, morte en 1983. Elle va débuter sa carrière quand même assez jeune, à 15 ans environ, quand elle est découverte et engagée comme figurante. Son premier rôle va être dans Sweetie Goes to College en 1915 avec son futur mari Wallace Beery. Elle va jouer par la suite dans quelques films de Mack Sennett qu'on a vu récemment parce qu'on a écouté Chaplin, mais c'est un grand réalisateur du cinéma muet. Ça n'a pas l'air de te rappeler. Oui, ok. Ouais. Donc, de 1919 à 1926, elle va être sous contrat avec Famous Player Lasky, qui va devenir Paramount. Elle va jouer dans 6 films de Cecil B. DeMille, un grand réalisateur, Les 10 Commandements, entre autres. Et puis,
en plus de jouer avec son ami Rudolph Valentino, donc comme Louise Dresser, pardon. Puis en 1925 à 1933, il va travailler avec United Artists, refusant du même coup un contrat de 1 million que Paramount lui avait offert. Là, je checkais les taux d'inflation. Puis ça équivaut à 14 millions aujourd'hui, là, ce qui est quand même beaucoup, mais en tout cas 1 million à l'époque, c'était un meilleur pouvoir d'achat. Donc elle est devenue l'une des actrices les mieux payées du temps, ainsi que l'une des stars les plus populaires. Avec United Artists, elle va créer sa propre maison de production, ce qui va lui permettre en fait de porter à l'écran Sadie Thompson, parce que c'est elle qui va vraiment amener l'idée de réaliser ce film-là. C'est pas elle qui va le réaliser malheureusement, ben ça, moi je pourrais le mentionner maintenant. Là, c'est un film très controversé pour son sujet, parce que c'est un film qui aborde en fait une ex-prostituée. Encore une fois, c'était assez populaire à l'époque aussi comme thématique. Tous les rôles de Gaynor, c'était une ex-prostituée quasiment aussi. Donc une ex-prostituée qui tente de refaire sa vie un peu dans une île du Pacifique, puis qui est, en arrivant, en fait, ils sont comme en escale sur une île, puis il y a le personnage de Lionel Barrymore, qui joue encore une fois un vilain, qui est un réformiste qui tente de... Mais il veut qu'elle se repente, là. Il veut la ramener sur le droit chemin. C'est pas un prêtre, là, ou quoi que ce soit, mais il en revient pas, en fait, de la voir aller comme ça, qu'elle soit toujours avec des hommes, toujours en train d'écouter de la musique, puis elle fume, puis tu sais, il y a comme plein d'affaires là-dedans. Fait que lui et sa femme vont essayer de la ramener, puis il va quasiment y faire un brainwash. Ouais, mais c'est ça, quasiment un exorcisme, là. C'est vraiment, c'est à peu près ça. Puis il donne comme 3 jours là, pour se repentir, pour qu'elle puisse aller accepter son destin, puis être emprisonnée alors qu'elle a pas fait le crime qu'elle dit qu'il pas le crime, mais c'est pas tant le crime, mais c'est juste, c'est illégal d'être une prostituée, donc c'est ça, c'est de retourner faire face à la justice aux États-Unis pour ce métier de peu de mœurs. Donc le film va être très controversé à l'époque, puis d'autant plus qu'elle a demandé à Raoul Walsh, qui était un réalisateur controversé, de réaliser le film. Les deux ont eu des démêlés avec William Hayes, qui est en fait le censeur, d'une certaine façon. Le code Hayes qui va venir à Hollywood dans les années 30, c'est lui qui l'a instigé. Finalement, Hayes va pas être si opposé que ça au film, mais il y a certaines réticences par rapport au thème. Mais finalement, ils vont pouvoir faire le film, qui va être quand même un succès. Par contre, la compagnie de production va connaître des problèmes financiers puis va devoir fermer en 1930, donc pas longtemps après. Puis elle va être renommée aux Oscars un peu plus tard pour The Trespasser en 1930, je crois. Et elle va prendre une pause de 1934 à 1941 pour revenir dans un film, puis après ça arrêter jusqu'en 1950, où là, il y a peut-être son rôle un peu plus mémorable de sa carrière, en fait, dans Sunset Boulevard, qui va lui valoir une 3e nomination. Sunset Boulevard, c'est ça, c'est le même scénario à peu près qui est dans un épisode de Twilight Zone qu'on a écouté il y a pas si longtemps, là, une espèce d'actrice qui vit dans le passé de ses anciens rôles, puis qui est un peu désabusée, puis qui est, en tout cas, qui est pas capable de faire face au changement. Donc, c'est vraiment le rôle qui va la faire connaître. Et puis, c'est ça, dans Sadie Thompson, elle joue avec beaucoup d'attitude, beaucoup de liberté, d'une certaine façon, de ce qui semble un peu pas différent, pas anachronique non plus, mais tu sais, qui, mettons, avant-gardiste pour l'époque. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il y avait des réalisatrices aussi à l'époque, mais on l'a comme un peu oublié dans les livres d'histoire, surtout à cause du code Hayes qui va changer beaucoup de mœurs aux États-Unis, mais aussi beaucoup à cause des années fin 40, début 50, là, beaucoup de conservatisme à Hollywood. On va reléguer les femmes, disons, à l'arrière-plan. En tout cas, il y a beaucoup de choses, mais on oublie, c'est ça, que dans les premières années du cinéma, les femmes avaient quand même une place assez importante dans le cinéma. Il y en avait plusieurs qui étaient réalisatrices, oui, mais scénaristes. Les actrices n'avaient pas nécessairement des mauvais rôles. Bon, Louise Dresser fait rien dans son film, puis elle joue une mère, mais c'est ça, je trouve que c'était un bon exemple de rôle... pas émancipateur. Je suis toujours avec mes gros mots, mais tu sais, vraiment un rôle... c'est ça, on n'a pas assez vu de films de cette époque-là pour dire que c'est avant-gardiste ou non, mais tu sais, quand on le compare avec les 15-16 films qu'on a vus dans cette édition-là, c'est un rôle qui vient pas souvent là, dans les films. Oui, c'est un peu ça que je disais tantôt, justement, que tu sais, ça aurait pu, la statuette aurait pu être décernée à Swanson, justement parce que c'est différent, en fait, de ce que Gaynor nous donne dans les 3 autres films. Puis je disais aussi, mais là, ça c'est plus, on pourrait y revenir dans notre récapitulatif, mais à la limite, là, voir, c'est
parce qu'il nous manque quand même un morceau important de l'autre interprétation, mais que de Clara Bow aurait pu aussi avoir une nomination pour Wings, parce que c'était justement différent, tu sais, on voit Gaynor être pas mal tout le temps dans la même affaire, puis Bow qui est comme une femme qui prend action, qui s'en va à la guerre, qui devient pilote, pas d'avion, mais... ambulancière. Ouais, ben tu sais, mais elle se promène en véhicule, là, elle fait le tour des camps, puis tout ça, puis... Ici, ben, c'est comme on est complètement ailleurs, mais dans quelque chose qui fait du bien comparativement à tout le reste des films, parce que justement, c'est des thématiques qu'on n'aborde pas nécessairement dans ces films-là. Puis c'est ça détonne, pour vrai, ça fait changement. Puis c'était quand même vraiment bon aussi, là. Ouais, c'était ça, c'était vraiment une belle histoire. Par contre, le film, il manque les, je sais pas, 15-20 dernières minutes, qui ont été un peu reconstituées avec des intertitres, avec des images du film, mais c'est ça, il manque les 15 dernières minutes. Ce qui est dommage, mais au moins on a l'essentiel du film, là, donc on a pu juger beaucoup de la performance. Puis ça, c'est une performance en 2 temps. Là. Le premier temps est plus libéré, puis le deuxième est plus maussade ou est plus dépite, hein, comment tu dis ça? Oui, j'imagine. Ouais, en tout cas, un air de dépit. Voilà. Mais c'est ça, je crois pas que l'Oscar, tu sais, ça aurait pu être entre les deux, vraiment, là. C'est 2 très bonnes interprétations aux antipodes, mais qui démontrent que ces 2 actrices étaient talentueuses, qu'on a bien hâte de revoir dans d'autres rôles nommés aux Oscars. Donc, voilà. Voilà, c'est ça. Sans plus de cérémonie, c'est ce qui fait le tour de cette catégorie meilleure actrice. Donc, merci d'avoir été des nôtres, puis on se retrouve pour une autre capsule sur l'histoire des Oscars.